Alors, moi je vais vous parler d'ergonomie en conception des lieux et des situations de travail. Donc j'ai mis CLST pour les intimes, mais c'est juste que c'est long à dire. L'ergonomie, vous allez voir que c'est très vaste. Donc tout à l'heure on m'a parlé de chaises et de tables, il n'est pas là, dommage. Mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas à là. Et donc aujourd'hui c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est qu'est-ce que ça représente l'ergonomie ? Sur quoi ça joue en termes de santé, de performance? Parce que souvent, on est plus sur l'aspect santé quand on parle d'ergonomie et on pense pas forcément à la performance, au sous que ça peut vous apporter. Et un peu, les astuces et les pièges dans lesquels il faut pas tomber quand on vous parle d'ergo, de l'eau. C'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce que l'ergo? Je disais que c'est pas que la table et les chaises, monsieur. Il m'entend pas. Alors, la grosse idée de la discipline, c'est qu'en gros, il existe toujours des écarts entre la théorie et la pratique. Et ces écarts, on les conceptualise en ergo à travers de la tâche. Donc la tâche, on la décline d'abord en tâche prescrite. Donc la tâche prescrite, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Donc quand je dis on, ça peut être l'organisation, ça peut être un responsable d'équipe, ça peut être votre collègue, ça peut être un client. Là, admettons qu'on soit chez le coiffeur, vous êtes donc client et vous dites à votre coiffeur que vous voulez une coupe qui laisse de la longueur au-dessus, genre beau gosse comme ça. Ensuite, on va parler de tâches appropriées. Donc la tâche appropriée, c'est ce que la personne à qui on demande de faire quelque chose pense qu'il faut faire pour réaliser cette chose. Donc lui, il va se dire, le coiffeur, je vais raccourcir les longueurs et faire une frange. Ok. Et donc en dernier lieu, on a la tâche réelle qui, comme son nom l'indique, c'est la réalisation vraie de ce qu'on a demandé de faire, compte tenu de ce qu'on a dans la tête, de ses schémas, compte tenu de ses connaissances, compte tenu de ses moyens. Est-ce que j'ai un ciseau? Est-ce que j'ai une tondeuse? Et voilà. Et ça donne ça. Et donc, il y a un écart, effectivement, entre ce qu'on m'a demandé de faire et ce que j'ai vraiment fait. Et l'ergonomie, elle étudie au travers de ce qu'on appelle l'activité réelle. Donc, c'est ce que je vais vous développer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par activité réelle? Elle s'intéresse à l'activité réelle pour réduire ces écarts. On va essayer que, voilà, le petit bonhomme avec sa coupe mulet, il ressemble un peu plus au beau gosse du haut. Alors, l'ergo, ça s'applique très bien à un champ qui est celui de la conception. Et je vais vous laisser lire. Alors, est-ce que tout le monde arrive à lire, par contre, parce que c'est un peu petit, les petits commentaires qu'il y a sous les images. Sinon, je le lis moi. Non? Ok. Donc, je vous laisse lire. Voilà. Donc, l'ergo, ça fonctionne particulièrement bien quand vous êtes dans des démarches projets en conception. Pourquoi? Parce que c'est le genre de démarche qui implique plein de monde, donc ça veut dire plein de représentations différentes de ce qui est attendu. Et l'ergo, il est là pour venir voir ce qui se passe en vrai et essayer de rallier tout ce monde à travers une même représentation de ce qui doit être fait pour l'utilisateur. Alors là, je vous ai parlé d'ergo. Ce soir, on va plus particulièrement parler d'ergonomie en conception des lieux et des situations de travail. Donc, je vais essayer de vous définir un peu plus clairement ce que c'est. Donc, à la base, ça va pas être très rigolo. Voilà. Donc, quand on parle d'ergo en CLST, on parle d'une démarche qui consiste à intégrer en amont de la reconception ou du réaménagement d'un espace de travail l'activité des utilisateurs de ces futurs espaces. Je ne comprends rien du tout, c'est normal, parce que je ne vous ai pas expliqué ce que c'était l'activité. Donc l'activité, vous allez voir que c'est beaucoup de choses, mais c'est important de considérer que c'est beaucoup de choses. Ça commence d'abord par un objectif. Donc l'objectif, il est orienté vers la tâche. Par exemple, une tâche qui pourrait être d'accueillir des clients. L'objectif, il détermine toujours un besoin, donc là qui est orienté vers l'utilisateur. Si vous voulez accueillir des clients, le mieux quand même, c'est que les clients vous voient. Voilà.
Pour réaliser l'objectif et le besoin, vous allez mettre en place une série de moyens. Et ces moyens, on dit qu'ils sont socio-techniques en ergonomie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas uniquement techniques, donc ce n'est pas uniquement la chaise et la table. Un moyen technique, d'ailleurs, ça peut être un logiciel métier, ça peut être un téléphone, ça peut être une application, ça peut être une voiture quand on est commercial. Voilà, ça, ce sont les aspects techniques. Mais vous avez surtout des aspects organisationnels, donc comment vous répartissez votre temps au travail, c'est quoi votre planning, ça va être quoi la manière pour communiquer à l'équipe ce qui a été fait et ce qui doit être encore fait. Toutes ces choses-là qui sont très importantes, ça c'est des moyens qui sont étudiés par l'ergo. Et ensuite on a les moyens humains, évidemment. Voilà, vous avez des connaissances, vous avez des savoir-faire, vous avez un système émotionnel qui vous permet de réagir plus ou moins bien à une situation, de vous adapter. Tout ça aussi, ce sont des moyens qu'il faut jamais négliger. Ce soir, je vais essayer de vous donner des exemples avec les moyens techniques parce que c'est le plus simple pour comprendre au départ la discipline. Mais c'est vraiment pas que ça, l'ergo. Donc, admettons que pour accueillir ces clients, vous ayez décidé de concevoir un bureau fermé au fond d'un couloir. C'est un peu pourri parce que vous n'allez pas pouvoir être vu directement par les clients. Et on avait dit au tout départ que c'était quand même bien pratique pour les accueillir. Du coup, vous vous dites, pourquoi pas une banque d'accueil standardisée à l'entrée. Ça paraît être un peu plus adapté, mais ça va quand même générer des contraintes. Par exemple, vous allez avoir la secrétaire qui a cette banque d'accueil. Donc, quand je parle de banque d'accueil, c'est des espèces de systèmes. Là, vous avez dû voir quand vous arrivez à la banque, je sais pas moi, à la Sécu ou des choses comme ça, où vous avez un plateau comme ça et il y a la petite dame qui est assise et qui passe sa journée à faire ça, ou à se lever pour vous parler. Elle se fait mal à la nuque, elle se fait mal au dos. Elle est à l'entrée, elle fait du bruit parce que les clients, ça rentre, ça sort, ça vous demande des choses. Il y a le téléphone, enfin voilà. Donc, les services autour peuvent être gênés. Niveau confidentialité, c'est pareil, c'est un espace ouvert, c'est un peu moyen. Et les contraintes, elles génèrent toujours des effets sur la santé. À la fin, votre petite secrétaire, elle risque d'être stressée, d'être fatiguée, elle va avoir du mal à réfléchir en fin de journée, elle va avoir mal au dos, elle va être démotivée et à la fin, elle va peut-être même être pas très cool avec les clients. Donc voilà. Et qui dit qu'il y a des problèmes sur la santé, dit aussi qu'il y a des problèmes sur l'efficacité, puisque quand on n'est pas super contente de son lieu de travail, en général, on est moins accueillante, et on peut perdre du temps aussi parce qu'on doit faire 36 millions de choses en même temps. On fait des erreurs. L'image de l'entreprise, ça en prend un coup parce que quand vous arrivez dans un endroit que vous êtes mal accueilli, en général, vous n'avez pas trop envie d'y retourner. Et puis après, quand il n'y a plus personne qui vient, les salariés s'en vont et du coup, pour réaliser votre objectif de départ, vous êtes fichu parce qu'il n'y a plus personne. Donc, ce qu'il faut surtout retenir de tout mon blabla, c'est que quand on conçoit une situation de travail, on conçoit une situation qui est globale. On met pas que des moyens comme ça et ensuite, les gens, ils se débrouillent. Il faut toujours penser que à la base, il y a l'objectif qui détermine le besoin, qui va déterminer les moyens. Selon les moyens qu'on vous donne, vous allez avoir plus ou moins de contraintes à effectuer votre objectif. Et selon les contraintes auxquelles vous êtes exposé, vous allez avoir des répercussions sur votre santé, plus ou moins importantes. Et la santé et l'efficacité, vous l'avez bien compris, ça paraît bateau de dire ça, mais en gros, quand vous êtes bien au travail, vous êtes performant. Et quand vous n'êtes pas bien au travail, vous n'êtes pas super performant. Donc, évidemment, il n'y a jamais de situation de travail qui est parfaite. On ne peut pas créer un truc avec une baguette magique où tout va fonctionner. On dit toujours qu'il n'y a que des bons compromis. Et ces compromis, ils sont toujours fonction, et ça, on en reparlera, des marges de manœuvre de l'entreprise. Parce qu'évidemment, dans une entreprise, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, vous avez toujours un budget à tenir, il y a toujours des délais, il y a toujours la politique de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise auxquelles il faut faire attention. Et puis, ce qui encadre le monde de l'entreprise, donc le code du travail, la législation, les normes. Tout à l'heure, on en parlait pour l'escalier, par exemple. Mais voilà, ce sont des choses dont il faut toujours tenir compte et qui vous permettent pas de faire du Walt Disney au travail. Alors, concrètement, c'est bien joli tout ça, mais comment on peut générer des bons compromis? L'idée, c'est
bête, mais c'est d'impliquer les utilisateurs dans votre démarche de conception. Donc, à la base, rien de bien sorcier. Vous communiquez évidemment sur la modification que vous allez apporter à une situation de travail à vos utilisateurs. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire le truc dans son bureau avec les grands décideurs et puis ensuite de le donner comme ça, de l'imposer. Non, on les implique dès le départ. La deuxième étape, qui est la plus importante, c'est celle d'aller recueillir l'activité réelle sur le terrain. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, finalement, c'est pas très compliqué, mais pas grand monde le fait. Il s'agit d'aller vraiment voir les gens au travail, en train d'utiliser leurs espaces de travail, leurs moyens de travail, pour comprendre quel est le process existant. Et j'insiste, c'est-à-dire que c'est pas il y a toujours des process dans les entreprises et on se dit si on suit le process, tout doit bien fonctionner, mais c'est jamais comme ça. Il y a toujours des aléas, je sais pas, une lumière qui pète, un client qui n'arrive pas au rendez-vous, des choses comme ça. Et tout ça, il faut aller le voir pour comprendre pourquoi à un moment donné ça ne fonctionne pas et comment ça fonctionne en vrai. Il faut aller voir les vrais moyens qu'on donne au terrain, les contraintes que ça implique. Et on le dit pas assez souvent, mais aussi aller voir ce qui fonctionne, parce que ce qui fonctionne, c'est bien de le conserver. Une fois qu'en gros vous avez fait la photographie de ce qui se passe à un moment donné au travail, plutôt qu'arriver en grand seigneur et dire voilà, on a vu que ça se passait comme ça, il y a des endroits ça bug, alors il faut faire telle et telle chose. Vous vous taisez et vous réunissez les gens que vous êtes allés voir travailler, qui eux ont la tête dans le guidon. Donc cette analyse comme ça que vous avez pu avoir avec beaucoup de recul quand vous avez mené les observations, eux ils ne l'ont pas parce qu'ils sont en train de travailler. Vous leur montrez votre analyse, votre diagnostic et vous leur dites voilà les gars, maintenant que vous savez pourquoi ça bug, qu'est-ce que vous proposez? L'avantage de faire ça, c'est déjà que vous créez de l'engagement, parce que c'est très difficile déjà qu'on vienne vous observer au travail et qu'ensuite on vienne vous dire comment vous devez faire votre travail une fois qu'on vous a observé. C'est toujours mieux quand ça vient des personnes qui font le travail. Ensuite, vous pouvez pas tout voir et vous pouvez pas anticiper une modification. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir générer après, c'est-à-dire vous venez, vous dites faut modifier ça, mais le service d'à côté que vous avez pas vu, peut-être que lui ça va le gêner. Et donc ce moment où ce sont les utilisateurs en fait des situations de travail, des espaces de travail qui viennent proposer les solutions pour améliorer leurs conditions de travail. Ça leur permet aussi de se rendre compte que chacun a ses contraintes, parce que souvent vous travaillez tout seul et vous savez pas vraiment ce que fait le voisin à côté. Et ça génère des solutions qui sont beaucoup plus pérennes et beaucoup plus faisables. L'étape 4, c'est la validation par les décideurs, parce que voilà, c'est super que les salariés puissent proposer des idées, mais à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, on est dans une entreprise. En termes de technique, on peut pas tout faire non plus. Donc à ce moment-là, c'est important d'aller demander à tout ce qui est archi, genre est-ce que c'est possible de faire ça? Et puis sur le plan financier, est-ce que l'employeur il est OK, il a le budget pour faire les modifications qui ont été proposées par les salariés? Donc en pratique, vraiment, comment ça fonctionne? Vous pouvez utiliser tout simplement un plan, des post-it, vos utilisateurs. Évidemment, auparavant, vous êtes allé mener vos observations. C'est ce qui va vous permettre de placer sur le plan l'activité. Voilà, qu'est-ce que je fais, où je le fais, avec qui je le fais, avec quels moyens, ça me génère quoi comme contrainte. Et puis, voilà, vous avez vos utilisateurs qui ont des petits avatars, qui le bougent comme ça sur le plan, qui simulent l'activité aussi quand au moment où ils donnent leur proposition de modification. Gérard, il va dire moi, je préférais qu'on déplace ça ici. Et puis il y a Henri qui va dire oui, non, mais moi si tu me déplaces ça ici, ça va pas trop le faire. Enfin voilà, c'est ce moment où on simule l'activité pour trouver ensemble les solutions. Et donc, évidemment, même
avec ces groupes de travail, même si tout le monde a été intégré dans le processus, même si on a essayé de regarder tout ce qui se passait bien, tout ce qui se passait mal, quand on fait les propositions, il va y avoir de nouveau de l'activité réelle, on va s'approprier ces propositions. Et ça va peut-être pas fonctionner comme on l'avait voulu. Donc c'est super important, quand on fait une proposition, de la mettre en test, que ce soit pour du matériel, vous le testez pendant une semaine, que ce soit pour une nouvelle organisation, ça a testé aussi, une nouvelle personne qu'on intègre dans l'équipe, enfin, est-ce que elle, ça lui va, le fonctionnement, enfin, c'est pas pour rien qu'il y a des périodes d'essai, enfin voilà, c'est super important de tester parce que, enfin, si jamais on peut rectifier, tandis que si on implante directement, bah là on va le voir, ça peut coûter des sous. Donc, qu'est-ce que vous gagnez en intégrant l'ergonomie à vos projets? Et je fais pas de la pub parce que je suis plus ergonome, mais c'est si jamais ça vous intéresse. Donc, vous gagnerez des sous, vous limiterez les risques professionnels. Je viens de là, j'y reviendrai après. Et du bien-être au travail, on en parle beaucoup en ce moment. C'est très à la mode, mais surtout, c'est très efficace. Donc, l'idée de base d'intégrer l'ergo dans vos démarches de conception, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'erreur de conception. Donc, c'est celle qui consiste à retranscrire le besoin et concevoir à la place de l'utilisateur. Je m'explique. En gros, vous avez un utilisateur qui va exprimer un besoin. Donc là, par exemple, il va vous dire « j'ai mal au dos, j'ai besoin de soulager ma charge ». Et vous avez le décideur, bien sympa, qui va retranscrire ce besoin en disant, bon ben voilà, mes salariés, ils ont besoin d'un système d'aide à la manutention, donc sous-entendu pour soulager la charge de ce monsieur. Et il va transcrire ce besoin à un concepteur. Le concepteur, il va réaliser un petit chariot d'aide à la manutention. Et l'utilisateur, il va, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'activité réelle, utiliser ce produit. Et mince, parce que ben là, il va encore avoir mal au dos, puisque la poignée du chariot le contraint encore à se baisser, c'est toujours trop lourd. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez soit le laisser avec son mal de dos, soit vous allez corriger le produit et ça va vous coûter des sous. Tandis que si vous étiez allé voir directement l'utilisateur, peut-être que vous vous serez rendu compte que ce type, il n'a pas besoin d'un chariot de manutention. On a peut-être besoin de faire des colis plus petits, par exemple. On a peut-être besoin de réorganiser son activité, c'est-à-dire que c'est pas pareil si vous portez des cartons toute la journée que si vous en portez le matin et que l'après-midi vous faites de l'administratif. Si on intègre de la polyvalence dans le poste de ce monsieur, il aura peut-être un peu moins mal au dos. Et puis après, on a aussi mal au dos parce que parfois, on en a plein le dos du travail. On sait aujourd'hui très bien que le stress, ça génère des troubles musculo-squelettiques. Et donc là, il faut peut-être aller creuser sur comment elle est organisée, l'entreprise. Est-ce qu'on peut discuter dans cette entreprise des choses comme ça. Donc, il aurait peut-être mieux valu d'aller le voir au tout départ, ce monsieur. Ensuite, quand vous utilisez cette démarche, la logique serait que vous limitez le coût qui est lié au risque professionnel, parce que si vous les repérez en amont de la conception, vous êtes censé ne pas les reproduire au moment de la conception. Et les risques professionnels, ça coûte des sous. Enfin, donc j'en parlais tout à l'heure, l'idée avec cette démarche, c'est aussi de favoriser le bien-être en entreprise. Pourquoi? Parce que quand il y a un changement, peu importe ce changement, là je parle de l'entreprise, mais ça arrive dans vos vies au quotidien, ça engendre des craintes, vous savez pas comment ça va se passer la suite, et ça tend l'organisme. Donc quand on est tendu, quand on est stressé, vous avez tout le corps qui est sollicité, que ce soit vos muscles, que ce soit votre cœur, votre cerveau, votre système digestif, tout ça, ça se contracte comme ça, et puis à un moment donné, ça s'épuise. Et donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est ce qui donne lieu aux symptômes de risques psychosociaux, donc la fatigue, la perte de motivation, de concentration, les problèmes de santé, etc., etc. Et encore une fois, truc bateau, quand on n'est pas bien dans son entreprise, la productivité, elle n'est pas bien non plus. Quand vous intégrez vos utilisateurs à la démarche de changement, que ce soit de leur lieu de travail, que ce soit une réorganisation dans une entreprise, que ce soit un changement de logiciel, vous donnez de la visibilité à ce qui va changer. Et on a un peu moins peur
de ce que ça va être le futur parce que on peut un peu plus l'anticiper. En tout cas, on a l'impression qu'on nous cache rien et qu'on va être intégré. Donc, en toute logique, vous diminuez un petit peu le stress, vous diminuez les symptômes RPS qui vont avec et les problèmes de productivité. Pour aller plus loin, et on s'arrêtera là pour cette fois, donc la démarche que je vous décris là, c'est une démarche qui est efficace, mais qui prend du temps, parce que ça prend du temps d'aller mener des observations sur le terrain. Vous imaginez que dans des petites entreprises, ça peut se faire. Dans des entreprises, je sais pas, vous prenez Carrefour, pour aller voir tous les salariés de Carrefour en activité, il va falloir vous accrocher. Alors ça existe, hein, il y a des ergonomes qui sont en interne, qui font ça un petit peu tous les jours, mais c'est très rare. Et sinon, pour le reste, ça coûte beaucoup de sous. Il faut savoir qu'une journée d'intervention en ergonomie, c'est 1 000 € au jour. Voilà. Donc calculez, selon le nombre de personnes que vous êtes dans votre boîte, voilà. Ça fait vite très cher. Il y a vos services de santé au travail. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Si vous connaissez pas, on pourra en parler après. Mais normalement, si vous êtes salarié, vous dépendez d'un service de santé au travail qui ont des ergonomes en interne qui peuvent réaliser des études, donc aller observer l'activité, qui peuvent mener des groupes de travail, qui peuvent vous accompagner dans tout ça gratuitement. Voilà. Par contre, tous les ergonomes ne travaillent pas du tout de la même manière. Il y a des ergonomes qui se concentrent uniquement sur les aspects physiques au travail et qui vont pas forcément s'intéresser à l'organisation, aux relations de travail, aux choses comme ça. Donc, vous pouvez en parler avec lui, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis sortie de là, donc je vous fais pas de la pub. C'est vraiment, pour vous, si à l'occasion vous en ressentez le besoin. Et donc j'ai bien conscience que cette démarche dans la pratique, c'est difficile de la mettre en œuvre, souvent pour des questions de budget. Du coup, moi j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de cette démarche en pratique. Je suis partie pour ça parce que c'était très frustrant de voir que il y avait la matière à modifier les choses, à voir ce qui allait, à voir ce qui allait pas, mais toujours l'aspect financier qui pouvait bloquer. Et du coup, moi, de mon côté, je pars en doctorat pour essayer de développer cette démarche et essayer de la rendre concrètement plus utilisable. Et voilà, donc tous vos retours seront les bienvenus, évidemment. Merci.